Bonjour et bienvenue dans Histoire d'échanger. J'espère que vous allez bien et que vos proches sont tous en bonne santé. Ceci est le 2e épisode que je diffuse cette semaine. Pendant le confinement, je voulais vous proposer 3 interviews très différentes les unes des autres, mais que, je pense, vont vous faire du bien pendant cette période très particulière que nous vivons dans le monde en ce moment. Si vous êtes intéressé par les cercles féminins, si vous êtes engagé dans les questions féministes ou dans la lutte contre l'endométriose, vous connaissez sûrement mon invitée. Ilia Renon a son univers bien à elle. Elle est créatrice d'ateliers et retraites féminines, cofondatrice du programme en ligne Pause Sacrée, cofondé avec Cécile Doherty-Bigara que vous avez écouté dans l'épisode 13, et elle est également professeure de yoga et de méditation. Avec plus de 34 000 abonnés sur Instagram et plus de 47 000 abonnés sur YouTube, et n'ayant jamais la chance de la rencontrer face à face, je ne pensais pas qu'elle allait pouvoir répondre à ma demande. Et donc je suis d'autant plus honorée par sa participation sur le podcast et je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette conversation avec vous. Parler avec Ilia il y a quelques jours m'a fait tellement du bien. Je suis ressortie en ayant l'impression que j'avais reçu un gros câlin. Un peu comme un enfant à qui on raconte un très beau conte avant de dormir. J'espère donc que cet épisode vous sera aussi bénéfique et qu'il vous aidera à traverser les périodes de changement dans votre vie. Place donc à ma conversation avec Ilia Renon. Changes. Bonjour Elina, Bonjour, comment tu vas? ça va bien. Moi, ça va bien. J'ai eu la chance d'être à la campagne. Je sais pas, non, tu peux pas entendre. Il y a des petits oiseaux qui chantent dehors, donc bon, ça va très bien. Super, mais tu sais que même à Toulouse, ici, on a pris le petit déj au balcon ce matin et on entendait des oiseaux. C'est incroyable. Ça m'a rappelé chez moi, ça m'a rappelé le Mexique. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je pense que c'est cette espèce d'effet rebond du confinement où beaucoup moins de voitures et d'un coup les oiseaux se disent wouhou, ça y est, on a le droit de revenir. Nous là, ce qui est incroyable, c'est qu'il n'y a aucune trace d'avion dans le ciel, tu sais. Et ces gens, tu fais, mais oui, c'est vrai, on n'a pas entendu aucun avion en fait de la journée. Il y a un côté un peu magique dans tout ça. Donc voilà, moi, j'ai envie de dire, c'est une période bizarre, mais où il y a plein de choses assez incroyables qui sortent aussi de ça. Donc ouais. Et ouais, c'est fou. Alors, Oui. Je t'ai rencontré, comme beaucoup, enfin, on ne s'est pas rencontré encore en personne, on devait le faire, mais bon, je pense qu'avec le contexte actuel, c'est un peu compliqué. Mais bon, moi, du coup, j'ai fait ta connaissance via Instagram, comme beaucoup de personnes, à un moment de ma vie où j'étais en train de trouver, comment dire, la paix avec mon côté féminin. Mm-hmm. Et t'écouter à chaque fois parler, que ce soit dans tes stories, que ce soit dans les textes de tes posts, à travers ton site internet. Écoute, c'était comme une bulle d'air. À chaque fois, tes mots étaient hyper apaisants, ils venaient faire écho à tout ce que je sentais parfois, où j'avais l'impression que j'étais vraiment en conflit avec ce côté femme que j'avais. Et toi, t'as cette, je ne sais pas comment dire, tu as ce don en fait de parler de tout ce qui t'arrive en montrant ta vulnérabilité, mais aussi en disant, mais voilà, c'est même une force en fait ce qui vous arrive. J'ai l'impression que on a l'impression de te connaître parce que du coup tu partages beaucoup de choses et c'est vraiment incroyable et on a l'impression que tu es toujours la bonne copine qui va nous aider quand on est en plein crise. Donc déjà, je voulais te remercier pour tout ce que tu partages, pour tes mots, pour tes stories, pour voilà, toute l'énergie que tu envoies dans l'univers, parce que franchement, ça fait du bien. Ça fait du bien de dire parfois que ça va pas. Ça fait du bien quand tu es lumineuse et que tu nous montres que ça va très bien. Donc franchement, voilà. Déjà, je voulais te dire merci. Merci beaucoup. Les gens peuvent pas me voir, mais en ce moment en plus avec les hormones, je suis un petit peu très émotionnelle, donc ça me touche beaucoup. Merci. Non, mais franchement, avec plaisir. Et donc, ça faisait donc très, très, très longtemps que j'avais envie de t'interviewer. Encore une fois, tu fais partie de ce cercle magique qui est à Toulouse, pour moi, de femmes incroyables. Et donc, voilà. Donc, déjà, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci d'accepter de partager justement avec nous. Et pour les auditeurs qui ne te connaîtraient pas, je pense pas qu'il y en ait beaucoup, mais est-ce que tu voudrais bien te présenter et nous dire quels sont les changements que tu as vécu dans ta vie? Ok. Alors,
Je crois qu'à chaque fois qu'on me pose cette question, j'ai besoin, tu sais, d'un petit temps de alors, me présenter, très bien. En fait, c'est vrai que par rapport à peut-être d'autres personnes, j'ai pas juste une seule casquette, ou par exemple dire, bah, je suis prof de yoga, je suis ça. J'ai, en fait, ce qui est peut-être que c'est de revenir à ce que tu disais un petit peu les changements, c'est qu'il y a quelques années, j'étais coach en image, enfin donc coach, j'accompagnais les personnes, beaucoup de femmes, mais aussi des hommes, à si je dois résumer, avoir en fait la beauté qui était en eux. Alors ça passait aussi par un aspect de coupe de cheveux, de trouver des vêtements, mais c'était plus de les amener à travers tout ça, de voir ce que moi je voyais chez eux. Et tu sais que en fait, on a toujours tendance à dire que l'extérieur c'est pas important, alors qu'en fait l'extérieur peut être appréhendé pour refléter ce qui se passe à l'intérieur, et que des fois, quand on voit pas qu'on est une belle personne à l'intérieur, quand quelqu'un vient montrer, enfin faire rejaillir ça sur l'extérieur, d'un coup on se dit ah, peut-être que, et ça a été des années très touchantes et très belles pour moi, parce que tu vois, accompagner des gens pour qu'ils se trouvent entre guillemets beaux, mais dans quelque chose de bien plus profond que juste ce qu'ils voient, c'est vraiment ce qu'ils voient d'eux aussi. C'était une très belle expérience. Mais entre-temps, bon, après, j'ai appris que j'avais de l'endométriose. L'endométriose, c'était, comme je prenais pas la pilule, ça devenait plus compliqué pour moi. C'était un travail qui me fatiguait, qui durait tu vois, de 9h à 19h la journée, des fois 2 jours de suite. Donc physiquement, c'était très chronophage. Et en parallèle, je suis allée sur Instagram, mais c'était vraiment très perso, je ne parlais jamais de mon métier. Et petit à petit, j'ai commencé à partager ce que je vivais. Comme tu dis, je ne suis pas du tout quelqu'un qui juge le fait de dire que ça va ou que ça ne va pas. J'ai vraiment besoin de dire aux gens ce qui se passe, mais sans filtre. Et en fait, moi, être vulnérable, ça n'a jamais été quelque chose qui me fait peur. Mais depuis toute petite, au contraire, je pense que ça peut être une force, et en même temps, c'est un cadeau que tu fais aux gens en te montrant tel que tu es, parce que finalement, on se rend compte qu'on est plus ou moins, pas tous les mêmes, parce que ça serait vraiment caricaturé, mais que, en fait, personne n'est tout le temps fort, personne n'est tout le temps, tu vois, on est un mix de tout ça, et montrer aux gens un peu toutes ces couleurs, ça leur permet aussi d'accepter les leurs. Et moi, je sentais toujours ce truc que, en fait, Instagram, c'était une manière pour moi aussi un peu cathartique, tu vois, de déposer quelque part ce que je vivais. Et donc, d'une certaine manière, ça me faisait du bien, un peu comme un journal secret. Je n'arrive pas à tenir un journal écrit, c'est une catastrophe. Je crois que j'en ai 10 dans tout mon appartement, que j'ai commencé il y a 5 ou 10, je sais pas, 5-10 pages, et j'arrive pas. Et Instagram, c'était pour moi un petit peu ça. Et le fait de savoir que tu vas être lu, tu l'écris un petit peu différemment, et peut-être même tu t'autorises à, enfin en tout cas moi, à être même encore plus vulnérable. Ça, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et petit à petit, il y a quelque chose un peu magique qui s'est passé, ça a touché les gens, et les, et les femmes ont commencé à me dire, mais tu voudrais pas animer des ateliers? J'étais là, ouais, mais de quoi? Parce qu'à la base, j'ai quand même une formation, un master en psycho. Donc, c'est pas non plus quelque chose qui me faisait peur. Et au fond, c'était quelque chose qui était à l'intérieur de moi et qui bouillait un peu en moi, mais je me sentais pas légitime. Et à force qu'on me demande, en fait, je dis, bon, ben ok, je vais le faire. Et en fait, toute ma vie, c'est un peu ça. C'est-à-dire que je suis soit ce que les gens me demandent, mais pas dans le sens... tu sais, c'est des propositions, tu fais ok, d'accord, et tu y vas. Et petit à petit, ça a créé ce que je pratique aujourd'hui. C'est-à-dire qu'au début, c'était un atelier de 3 heures pour femmes, sous la forme de cercle de femmes. En gros, j'ai créé ce à quoi j'aurais aimé participer. Et puis après, elles m'ont dit, c'est trop court. Je fais, bon, ben d'accord. Alors, j'ai fait une journée. Et après, elles m'ont dit, mais c'est toujours trop court une journée. Je fais, bon, ben d'accord. Et j'ai fait une retraite de 2 jours. Et c'est toujours trop court. Eh ben, je l'ai fait un peu plus longue. Et là, la prochaine, si elle peut avoir lieu, devrait être de 5-6 jours. Et à ça, à chaque fois, je rajoutais toutes les choses en fait qui, moi, m'ont accompagnée sur mon chemin. Et c'est vrai qu'effectivement, l'endométriose a été une espèce de... à la fois quelque chose de difficile, mais à la fois un cadeau qui a fait que je n'ai pas pu fuir cette espèce d'invitation un petit peu
on va dire, insistante à aller plonger dans mon féminin, mon corps, le rapport que je pouvais avoir, en fait, quel était le message que me donnait mon corps à travers la maladie. Et donc, évidemment, tout ce que j'ai pu découvrir, c'est pas quelque chose qui s'applique et tous ces outils qu'à une personne qui a de l'endométriose. C'est quelque chose que tu peux aussi proposer à d'autres femmes. Donc, c'est un petit peu toutes ces choses qui, en fait, moi, m'ont vraiment fait du bien dans mon corps de femme et pour l'aspect aussi émotionnel et même intellectuel aussi, quand tu as un mental très fort, quels sont les outils qui peuvent t'aider. Tout ça, je me suis dit, ok, je vais faire un espèce de mix et le proposer à d'autres femmes. Et en fait, c'est comme ça que j'ai créé ce que je fais aujourd'hui. Donc, c'est venu très naturellement et très intuitivement, en fait. Des fois, je me posais, j'entendais une musique et je dis « Ah, cette musique, j'ai envie d'écrire un texte ». J'écrivais le texte et après, je le proposais dans les stages avec, pendant une méditation, quelque chose comme ça. Donc, tu vois, ça s'est fait de manière très intuitive. Et après, je voulais absolument rajouter le yoga. Mais j'ai mis du temps à rajouter cette partie-là. Déjà parce que je ne faisais pas dans ma tête du yoga depuis assez longtemps et que je n'étais pas souple. Donc, c'était vraiment les deux aspects où je crois que c'était mon ego aussi, tu sais, qui voulait être là, je mets des guillemets, les gens ne le voient pas, mais je mets des guillemets avec mes doigts, la parfaite prof de yoga qui est très souple, qui fait ça depuis 25 ans, qui est genre à 12 ans, elle s'était déjà mise au yoga. Bon, j'en ai 35, donc déjà, je vais en faire 35 en juin, donc ça, ce ne sera pas possible. Moi, je me suis dit à un moment, est-ce que tu veux attendre d'en avoir 45 avant de plonger dans ce qui t'appelle vraiment depuis des années, ou est-ce qu'à un moment, tu arrêtes d'avoir peur et tu y vas parce que tu sens que déjà c'est quelque chose qui va te nourrir et c'est quelque chose qui va nourrir ce que tu offres aux gens, en fait, tu vois. Et ben, j'ai bien fait à un moment, arrêter d'avoir peur, ou d'avoir peur et d'y aller quand même, en fait. Donc voilà, je crois que c'est un peu le résumé de ce que je fais aujourd'hui. Et après, évidemment, il y a toujours Instagram qui est là et aussi YouTube qui fait partie aussi de ma vie, mais je publie pas trop souvent parce que c'est un tel travail. Et c'est vrai qu'à côté de tout cet aspect qui peut paraître plus spirituel, j'adore aussi communiquer sur une nouvelle manière de consommer parce que je pense, et je suis très sensible à l'écologie et à une forme aussi d'écologie spirituelle aussi à la fois, mais d'écologie aussi peut-être un peu économique. Donc à un moment aussi dire que c'est super de faire du yoga, c'est super toutes ces choses-là, mais on est aussi incarné dans un monde de matière et que c'est aussi important de s'en soucier et qu'on a notre part à faire un peu de colibri et que moi, si je peux à mon niveau partager une autre manière d'aborder ce monde-là, de consommer mieux mais moins, de proposer des alternatives qui sont aussi meilleures pour la santé et d'aider des petits créateurs qui vraiment font tout ce qu'ils peuvent déjà pour vivre de leur passion et aussi nous proposer des choses qui sont bonnes pour nous. Ben moi, je me sens aussi cette responsabilité-là avec l'audience que je peux avoir de participer à ma façon dans cette espèce je ne sais pas si c'est l'émergence d'un monde un peu nouveau, mais ouais, d'une certaine façon, en tout cas dans l'émergence d'un monde dans lequel je crois, tu vois. Donc voilà. Mais c'est vrai que quand on t'entend parler, tu as dit le mot colibri, on a cette impression en fait que tu suis un peu les courants d'air et que du coup tu vas aller chercher une fleur, les fleurs qui se présentent et après ensuite tu vas parsemer des petites choses un peu partout. Donc c'est vraiment hyper intéressant. Est-ce que du coup pour toi, la notion de changement est quelque chose d'assez facile, enfin c'est quelque chose qui te vient assez naturellement? On croit ou pas à l'astrologie, mais je suis Gémeaux. Ascendant Verseau, donc des signes d'air. Et pour moi, j'ai toujours été quelqu'un de très... Je m'adapte hyper vite. C'est-à-dire que tu me mets dans n'importe quel environnement. Peut-être qu'au tout début, ça peut être un peu compliqué, mais je suis quelqu'un où tout de suite, je vais trouver des solutions pour me sentir mieux et pour... à un moment, je suis pas, tu vois, quand quelque chose ne fonctionne pas, je vais pas passer 10 ans à me dire ah ça fonctionne pas, nanani. Moi, je suis plutôt tout de suite à dire ok ça fonctionne pas, d'accord, et à avoir un espèce de, tu sais, un truc en arborescence devant moi, de voir toutes les solutions qui se présentent, de faire un peu le tri, ah ben je vais choisir celle-là, je vais essayer. Si ça marche pas, je pars sur une autre. Donc il y a un côté comme ça qui chez moi, au contraire, c'est en fait une forme de jeu
Alors évidemment, c'est vrai qu'on est dans une période où la question du changement peut faire peur aussi, parce que c'est un changement qui des fois nous est presque imposé en fait. Mais en même temps, je pense que enfin, comment dire, tu vois, on parle beaucoup d'impermanence aussi en bouddhisme, dans le yoga aussi, ça fait partie de la philosophie yogique, et je trouve que c'est aussi finalement ça qui donne toute sa valeur et sa valeur à la vie, c'est qu'en fait tout change tout le temps, et c'est aussi ça qui nous fait grandir. Si la vie était tout le temps pareille, déjà d'un on se ferait chier, et de deux c'est ça qui nous nourrit, et je pense, et nous propose peut-être à un moment de voir déjà peut-être des choses différentes sur nous et d'envisager le monde qui nous entoure un peu différemment. Donc en fait, le changement pour moi, il est nécessaire un petit peu tout le temps. Et ouais, je pense qu'on peut le vivre avec plus de légèreté, mais après effectivement, selon ta personnalité, ça va être plus facile, et plus tu vas lâcher ton besoin de contrôle, plus ce sera simple. C'est vrai que je sais que je peux être comme ça, mais sur certains aspects de ma vie, j'ai un côté où j'aime bien contrôler un peu, et je sens que c'est là où ça devient difficile, quand à un moment, ce que j'ai prévu n'est pas possible. Tu sens que c'est là où même tu sens une forme de quelque chose qui va devenir douloureux à l'intérieur de toi. Ça va créer des tensions, tu as tout ton corps qui se resserre, parce qu'il y a une part de toi qui est en mode « je veux ça », c'est pas possible, mais en fait je veux ça, et t'arrives pas à lâcher. Alors qu'en fait, le changement, c'est un moment d'accepter ce truc de dire « ok, je veux ça, mais à un moment, il faut que je lâche prise sur ça, parce que ce n'est pas possible ». Et je crois que c'est là où en plus, il y a des cadeaux qui peuvent arriver. Tu vois, quand je parlais, je sais pas si tu as envie qu'on en parle, mais par exemple, quand j'ai fait ma formation en Australie, je devais enchaîner ma formation par le fait de partir à Bali pendant 2 semaines. Et en fait, la veille du check-in pour mon vol, en gros, ça s'affiche que je peux pas y aller. Et je comprends pas. Et en fait, après, je comprends que mon passeport était valable 5 mois et 3 semaines, et qu'il aurait dû être valable 6 mois. Et là, ils me disent, vous pouvez pas aller à Bali. Et moi, j'étais ok, et vraiment aucun moyen de pouvoir faire aucune dérogation, parce qu'en plus, je suis tombée le week-end d'une fête nationale. Donc, tout était bloqué. Et là, en fait, il y a une part en moi, sur le moment, pendant l'espace de peut-être 1 heure, où j'étais en mode, il faut que je trouve une solution. Et en fait, je voyais que tout était fermé. Les ambassades, les trucs, les machins. Et là, il y a une part qui s'est dit, ok, ben, c'est que ça doit se faire comme ça. Lâche prise. J'ai changé mon vol et je suis rentrée directement en France. Donc, voilà, et donc j'étais là pour le Nouvel An avec Ferdi et tout. Et en fait, c'est avéré que je suis tombée enceinte pendant ces 15 jours, enfin cette période où j'aurais dû être à Bali. Et c'était quelque chose qu'on essayait depuis 9 ans. Donc, je dis pas que tout le monde va tomber enceinte quand leur projet vont s'annuler, parce que quand même ça peut faire flipper pour le coup. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de moments dans ma vie où la magie a opéré à un moment où, quand en fait ce qu'on a prévu ne marche pas, sur le moment où on est hyper frustré, et où en fait avec du recul, ou quelques mois, quelques années, on se dit « ah mais c'est pour ça », et puis tu te dis « ah mais si j'avais su, j'aurais beaucoup mieux vécu ». Et c'est un petit peu ça le jeu, c'est finalement tu sauras pas sur le moment, quand ça se passe, qu'est-ce qui était prévu par la suite. Si j'avais su que c'était pour tomber enceinte, j'aurais été en mode « ouais, super et tout ». Mais pas de souci, je rentre en France. Mais en fait, il y a une part de moi qui, je crois, le sentait, parce que même tout le monde était très étonné de ma réaction. J'étais très zen. J'ai changé tous mes plans en mode « ok, bah, si c'est comme ça, c'est comme ça ». Ça m'a coûté une blinde d'argent, mais c'est pas grave. C'était ce qui devait être. Donc, tu vois, je crois qu'il y a cette capacité à un moment à lâcher prise, et à se dire, il y a des gens qui vont dire, c'est pas genre la vie a décidé, comme s'il y avait Dieu qui avait, mais je crois qu'il y a un peu ce truc de faire confiance à une forme de magie qu'on ne comprend pas trop. Et même quand on a peur, justement, tu disais tout à l'heure que au début, tu as eu un petit peu peur pour te lancer dans la formation de yoga. Est-ce que tu trouves que cette formation t'a changé? Est-ce qu'elle a un peu préparé le terrain, justement, pour ce nouveau changement que tu vis en ce moment? Et d'ailleurs, Ouais. félicitations. Merci. Comment tu le vois, là, avec le recul?
je crois que je le vois comme un mix de beaucoup de choses. Je ne dirais pas aux gens, c'est ma formation de yoga qui a fait que je suis enceinte aujourd'hui. Non, non, bien sûr, bien sûr. Voilà. Non, parce qu'il y a des gens qui me disent, c'est quoi quelle a été ta solution? Il n'y en a pas une. Je pense que c'est en fait j'aime pas le mot travail, mais plus toute cette exploration que j'ai faite sur moi, toutes ces couches d'oignons que j'ai enlevées. Et j'ai un peu cette sensation qu'en fait, cette formation où j'avais peur d'y aller, c'est un peu ce truc où à un moment tu dis, j'ai peur. Ok, mais je sens que c'est cette bonne peur qui me dit, vas-y, parce qu'il y a différents types de peurs. Il y a des peurs où, tu vois, il y a eu des peurs que j'ai eues, genre peur avant de sauter depuis 18 mètres dans l'eau. J'aurais dû écouter parce que je me suis fissuré le sacrum. Bon, tu vois, donc il y a des peurs qui sont quand même logiques. Mais après, il y a ces peurs-là où tu sens que tu as peur parce que je crois qu'au fond, tu sens que ça va changer ta vie. Et je crois que c'est ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un moment, en fait, aussi, le fait d'avoir accepté de faire cette formation, c'était aussi, je crois, symboliquement, quelque chose où je me suis dit, une part de moi aussi s'est dit, ok, ben en fait, peut-être que je serai jamais maman, et c'est ok avec ça, et j'aurai une vie qui sera une belle vie, qui sera enfin, tout aussi belle que si je suis maman, elle sera juste différente. Et en fait, cette formation, c'est un petit peu aussi ça. Tu as la chance de ne pas, entre guillemets, avoir d'enfants là aujourd'hui, donc tu peux te permettre d'aller faire cette formation à l'autre bout du monde, de dépenser toutes tes économies dedans parce qu'en fait, tu n'as pas un petit bout qui compte sur toi, donc tu peux aussi prendre ce risque-là. Tu vois, et à un moment, c'est comme si toutes les conditions étaient réunies, dont le fait de ne pas avoir d'enfant à ce moment-là, pour faire ça. Et je crois qu'il y a une part en moi qui a vraiment lâché au moment aussi de prendre cette décision. Et évidemment, après, cette formation c'est pas pour rien que je l'ai choisie, parce que c'était une formation qui a à la fois été posturale, mais où il y avait aussi beaucoup d'énergétique. Et où en fait, je pleurais tous les jours. Bon, après, je pleure facilement. Mais où j'ai été confrontée aussi à. J'avais l'impression que tous les jours, ça venait me chercher sur des couches et des vieilles blessures et des choses que je pensais avoir dépassées. Où je suis arrivée dans une formation où déjà, il y avait un homme et on n'était que des femmes. On était, je crois, 24. Et il y avait un homme, donc 23 femmes et un homme. Et des femmes qui étaient toutes plus bombasses les unes que les autres, souples et fortes et qui mettaient leurs pieds derrière la tête. Alors d'autres, pas du tout. Mais toi, ce que tu vois, c'est que celles qui sont, entre guillemets, meilleures. J'aime pas du tout ce mot, mais évidemment. Et donc, tu te compares, tu te sens une grosse merde. Et tu as tout ça qui revient et où tu es un peu là. Mais encore, c'est toujours là, ce truc de je me sens nulle. C'est pénible. Et en fait, ça a été pour moi très... ça m'a guérie, je pense aussi, parce qu'il y a une part de moi qui à un moment a dit, Ilia, maintenant t'arrêtes avec ça. En fait, c'est bon, arrête de te comparer tout le temps et juste vis cette expérience. Et c'est comme si j'avais encore, tu sais, bien nettoyé des trucs, mais comme si j'avais laissé encore des choses qui n'étaient pas complètement réglées et que là, genre tous les jours, on revenait sur chacun des trucs en disant, ça c'est pas complètement, allez, bim, et ça, hein, bim. Et à la fois, c'était émotionnellement très... c'était pas simple, quoi. Et à la fois, je me sentais, j'avais l'impression de venir connecter un peu plus à qui j'étais, tu vois. Ou quand tu dois enseigner en anglais et que t'es pas bilingue et que tu sais que tu fais des fautes et que toi, moi en l'occurrence, j'ai un besoin un peu de perfection qui me bloque dans beaucoup de choses et qui, je crois, m'a bloqué pas mal dans ma vie professionnelle. J'ai besoin que les choses soient parfaites avant de les faire. Et où là, à un moment, je savais que ça allait pas être parfait. Et pour moi, c'était, genre, j'allais pas dire les bons mots. Et je sentais que mon mental devenait fou. Et où à un moment, ça a été de dire, bah ouais, mais tu dois le faire. Donc maintenant, t'y vas. Et en fait, ça m'a permis, tu vois, de dépasser toutes ces choses-là. Et je crois que ça a lâché quelque chose en moi qui aussi, je pense, a permis à cette grossesse d'avoir lieu. Parce qu'en fait, je suis rentrée avec quelque chose, je crois aussi que dans ma relation à Ferdi a changé parce que moi j'étais différente et je crois que je l'ai aussi peut-être vu que moi je me suis plus acceptée comme j'étais, je l'ai sûrement aussi plus accepté aussi lui comme il était et je crois que c'est aussi une clé dans le couple au-delà du désir d'enfant, mais en tout cas moi je pense que il y avait quelque chose qui se jouait au niveau de notre couple qui avait besoin aussi d'être guéri pour pouvoir peut-être se permettre ça, tu vois, et aller plus loin dans peut-être le fait justement de créer une famille. Mais oui, voilà.
Ouais, c'est super intéressant parce que c'est vrai que on a l'impression parfois que nos démons sont partis et en fait ils sont juste partis en vacances et ils reviennent de temps en temps. Il y a des déclencheurs qui font ça. Moi je vis exactement la même chose que toi. Je suis prof de yoga depuis pas très longtemps. Je suis pas du tout souple et en ce moment avec le confinement, je vois pas mal de choses sur Instagram parce que c'est un peu ma porte de voilà, Bah vers le oui. monde. Et ouais, et il y a tous ces démons que j'avais cru complètement dépassés qui reviennent en mode non, mais en fait, on fait pas l'inversion dans mes cours, mais pourquoi? Mais je devrais, mais j'arrive pas. Mais... et oui, et c'est vrai. Et ça. Du coup, comme quoi le monde arrive l'univers arrive à nous confronter à chaque fois avec ces choses qu'on a cru dépasser et qui en fait. Eh non, c'est un peu comme la relation avec les parents, tu sais, où à un moment tu fais, c'est bon, j'ai réglé le truc avec papa, maman, parce que j'ai envie de dire, on a tous des bagages avec nos parents. Et puis après, t'as 30 ans passés, tu fais, ah non, toujours pas. Ah, ben non. Et en fait, sûrement que ce sera à vie. Et puis je pense qu'en fait, on aura toujours ces couches d'oignons qui vont venir. Et en même temps, je trouve que c'est assez merveilleux d'avoir cette possibilité. Et en même temps, tu vois, par rapport à Instagram, je crois que c'est aussi important de se protéger dans les choix qu'on fait de certains comptes. Parce qu'il y a des fois, tu vas me dire, mais alors, franchement, je suis masochiste. Pourquoi est-ce que je continue à regarder ce compte alors qu'à chaque fois que je le vois, je me sens nulle et je commence à remettre en question mes choix, ma pratique. En fait, pourquoi je fais ça? Et je crois qu'il y a vraiment une part de nous qui aime bien avoir mal. Bon, après, on a tous ça, je crois, faut pas. Et à un moment, c'est de se dire, ben non, tu peux le mettre en sourdine, tu peux continuer à suivre la personne si, admettons, c'est quelqu'un avec qui tu as une relation, mais dans cette période-là, c'est pas quelque chose qui te fait du bien. Et c'est important aussi de sélectionner, de pas être toujours aussi dans ce truc, ouais, mais ça me fait bosser. Ok, ça te fait bosser. Mais est-ce que des fois, on peut pas aussi se dire, là, j'ai envie d'un peu de douceur? Tu vois? Et je crois que c'est aussi accepter ces moments où il y a des moments où on a envie d'y aller, de se confronter. C'est ce qui s'est passé pour moi pendant ma formation où c'était un peu violent, mais j'avais sûrement besoin de ça. Après, Ferdi dit que c'est comme ça que je fonctionne. Quand c'est trop doux, ça marche pas avec moi, Oui, c'était mais dans un après, cadre qui était aussi sécure. Enfin, oui. voilà, c'est pas Et puis, pareil. je pense qu'on vit quand même dans une formation de yoga aussi. Chacun à sa manière, on vit des choses comme ça, tu vois. Et qu'après, il y a aussi des moments où je sens qu'en fait, non, où je suis trop fragile, où j'ai envie de douceur. Et en fait, j'ai pas envie d'aller, entre guillemets, travailler sur moi encore. C'est bon, genre, lâchez-moi la grappe, en fait, là, ça va, quoi. Et je crois que c'est aussi important ouais, de pas se faire, en fait, du mal, tu vois, dans ça, et de sélectionner. C'est comme si tu as des complexes physiques et que tu passes ton temps à avoir des nanas, tu sais, en maillot de bain avec des poses pas possibles et où toi, pourquoi tu, en fait, continues à regarder ça? Parce que c'est une réalité que tu décides de regarder. Mais il y a 10 000 autres réalités qui sont plus proches de la tienne. Et donc, en fait, c'est aussi ouais, faire le choix de où tu veux poser ton regard, en fait. Et c'est pour ça que ton compte et ce que toi tu partages, ça fait vraiment du bien. Je me souviens d'une photo que t'avais prise, enfin, tu avais posté une photo juste après ta formation où t'étais un petit débardeur et t'avais, enfin, honnêtement, ça se voyait vraiment à peine, mais on voyait un peu, tu disais, ton bide et Ouais. tu avais vachement hésité à la mettre, alors que, honnêtement, franchement, ça va, on peut s'accepter tel qu'on est. Voilà. Ouais, après, c'est vrai que c'est là où on se rend compte que on a nos blessures, on a toutes ces Mmh. choses-là, et qu'il y a des moments où tu observes ça et tu es un peu en mode, mais donc là, j'allais couper cette photo, en fait. J'allais la recadrer pour pas qu'on voit ça. Et en fait, tu peux très bien avoir le choix et c'est complètement OK de la recadrer. Tu vois ce que je veux dire? Mais peut-être qu'il y a un jour où tu vas te dire, là, c'est le moment. Aujourd'hui, je suis prête à pas la recadrer, à la poster comme ça parce que, en fait, c'est OK. Et c'est parce que j'ai des nanas qui m'écrivaient et qui me disaient, moi, je me sens nulle parce que je suis pas prête à faire ça. Et en fait, personne te le demande. Ça fait partie d'un cheminement et c'est pas parce qu'à un moment, selon toi, il y en a une qui a le courage de le faire que t'es pas courageuse non plus. Mais c'est juste que là, par rapport à ton chemin, c'est trop. Et en fait, c'est OK que ce soit trop et c'est OK que tu aies envie ou besoin de recadrer la photo parce que des fois, dans ce truc du body positive, ça peut, je trouve, faire l'inverse dans le sens où tu te sens nulle à pas être capable d'assumer tout ça. Et je crois qu'en fait,
c'est accepter les personnes aussi dans toute leur complexité et leur complexe aussi et dans leur fragilité et que des fois en fait on est trop fragile pour aller exposer cette part-là, même s'il y a cette part de nous qui aimerait. En fait, à ce moment T de notre vie, c'est pas possible. Et je crois que c'est aussi bien de pas toujours vouloir se faire violence parce qu'un tel le fait. Si c'est juste pour toi, fais-le. Par contre, si c'est pas le moment, personne te le demande en fait. C'est moi, si je l'ai fait pour moi à la base, vraiment d'un rapport de moi à moi où je me disais, là c'est le moment, fais-le. Tu vois. Et si ça a pu aider d'autres personnes, c'est génial. Mais vraiment, le tout premier truc, c'était pour moi. Et après, évidemment, il y a le fait de se dire, bah, ça va faire du bien aux gens. Mais il faut toujours, je pense, commencer par faire la chose parce que toi, ça va te faire du bien. Si tu le fais et que ça fait du bien aux autres, mais que toi, tu en souffres, à un moment, il faut aussi se préserver. Et du coup, justement, tu penses que pour les personnes qui voudraient opérer un changement dans leur vie, Mmh. est-ce que c'est un peu le même mécanisme qu'il faut se dire, ok, de se dire, il faut pas se faire violence, il faut savoir que, ok, c'est là où on veut aller, mais il faut agir petit à petit, ou comment tu guiderais ou accompagnerais une personne, voilà, quels Dans seraient le les conseils que changement, tu peux donner? Ouais. en fait, il y a un peu ce côté, je crois, d'être plus attentive à cette petite voix, à cette intuition qui te donne des pistes. Tu sais, il y a des fois des trucs où, par exemple, je vois beaucoup de femmes qui disent oui, j'ai envie de faire une formation, mais j'en trouve pas qui me plaisent et qui sont vraiment dans ce truc et de dire bah, peut-être que juste c'est pas le moment si ça s'est pas présenté en fait, tu vois. Tu as envie du changement, mais peut-être qu'en fait au fond, t'es pas complètement prête à ça. Et c'est d'accepter que tu as envie de faire genre un gros pas, mais qu'en ce moment, ce sera plus des petits steps, donc peut-être de pratiquer le yoga déjà tous les jours, de commencer à peut-être noter sur un petit carnet des séquences qui te plaisent, un peu comme si tu devais les enseigner, mais pour toi. Et tu vois, et je crois qu'après, c'est vraiment être dans cette forme d'écoute très subtile des propositions que la vie te fait. Et des fois, ça peut être des toutes petites choses, et des fois, ça peut être des grosses choses. Et en fait, des fois, on a cette idée que le changement, il faut genre tout abandonner. Et pour certaines personnes, ce sera ça. Ce sera lâcher leur boulot, euh, faire une réorientation professionnelle pour devenir prof de yoga ou sophrologue ou machin. Et pour d'autres, ce sera plus peut-être passer à mi-temps, faire une formation en parallèle, donner quelques cours par semaine et progressivement avoir de plus en plus, se sentir de plus en plus en confiance et tu vois, et dire, bon, ok, je vais lâcher mon mi-temps. Mais parce qu'en fait, ces personnes-là auront eu besoin pour cette transition-là de ce temps-là, alors qu'il y en a d'autres qui auront plus besoin d'une forme de rupture franche. Et en fait, c'est aussi accepter qu'on est tous différents et que bah, peut-être que toi, c'est la rupture franche qui est bonne pour toi et que le truc petit à petit, en fait, ça ne te correspondrait pas, alors qu'il y en a d'autres en fait, elles ont besoin de ça parce que sinon, c'est bien trop flippant. Et en fait, elles auraient un tel niveau d'anxiété qui serait. En fait, que ça leur ferait même pas du bien finalement, tu vois. Donc, je crois que c'est aussi de vraiment apprendre à se connaître, tu vois, pour en fait adopter une technique de changement qui te correspond. Mais c'est vrai que d'écouter cette petite voix, euh, si j'ai un conseil, je pense, à donner, c'est que la petite voix dit rarement non, mais blablabla. Bla, 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 bla. Souvent, tu as ton intuition et après, tu as ton mental qui fait ah oui, mais. Et puis qui te raconte plein de merde. Et en fait, on est tellement habitué à ce truc que tu penses que ce mais, c'est ton intuition, tu vois. Si tu as peur, si tu as machin, c'est ton intuition qui te dit de ne pas y aller. Généralement, ton intuition, c'est vraiment ce premier truc qui vient comme ça, et après, tes peurs qui viennent se mettre dessus et qui veulent essayer d'intellectualiser pourquoi il ne faudrait pas y aller, ou voilà. Et je crois que c'est d'être en fait juste, c'est ce qu'on fait en fait en méditation, on observe les pensées. Et je crois que c'est un peu cette technique tous les jours d'observer comment tu réagis à ces petites incursions de ton intuition qui, elle, c'est intuition ou il y en a qui vont dire higher self, toute cette partie de toi en fait, vraiment tout au fond, tu vois, qui a envie de t'amener là où tu vas t'éclater en fait. Mais si tu es tout le temps en train de me dire, en gros, là je vais être mal polie, mais ferme ta gueule, et que tu laisses toujours cette partie de toi qui a peur, ton mental, tout ça, ben, la faire se taire en permanence, c'est déjà beaucoup plus compliqué
vers cette espèce de changement qui pourra peut-être t'apporter et te remplir, tu vois. Je sais pas si c'est très clair, des fois C'est super clair. Si, c'est super clair. Et justement, ça me fait penser, qu'est-ce qui te dit ta petite voix en ce moment? Est-ce que tu trouves qu'elle est plus forte? Est-ce que tu trouves que le mental est plus apaisé depuis que tu as appris que tu étais enceinte? Ou est-ce que c'est au contraire? Franchement, les 3 premiers mois, mon mental a été complètement dingue. Et moi qui pensais avoir confiance en l'univers, je suis quelqu'un qui vraiment a une foi très profonde. Je me suis pas reconnue. J'ai mon ventre qui fait des gargouillis. Je sais pas si les gens m'entendent. Avec la grossesse, il se passe des trucs des fois. Je sais pas si vous avez entendu ça, les gens. Je suis désolée. Mais en fait, j'ai redécouvert cette part de moi qui avait peur, mais une peur. Tu sais, de perdre le bébé, de faire une fausse couche, je faisais des crises d'angoisse. C'est vraiment entre guillemets, une vieille Ilia, parce que j'avais vraiment l'impression d'avoir avancé sur ça. Il y a tous ces vieux mécanismes qui sont revenus, mais alors avec une puissance qui m'a un peu déstabilisée et où je me suis dit, et tous ces vieux trucs à la con, de dire ah mais t'es une mauvaise mère parce que tu vas être une mauvaise maman, t'es déjà une mauvaise. Pour moi, en fait, je pense qu'on est déjà maman à partir du moment où le bébé est dans le ventre, tu vois, il est là, donc t'es déjà dans cette forme de maternité. Enfin, en tout cas, j'aime bien le voir comme ça. Mais il y a un peu ce truc où en tout cas, les premiers mois, ouais, il y a la peur qui s'installe. Moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vécu. Et ça m'a rassurée de voir que c'était le cas de beaucoup de femmes. C'est horrible, mais presque t'es là. Ah, t'as plein de nausées. Ah, t'en chies. Ah, merci de me le dire. Moi aussi. C'est horrible, mais il y a un petit peu ça. Et de savoir qu'en fait, finalement, 80% des mamans te disent mais moi aussi j'avais peur. Moi aussi j'avais peur que ça tienne pas. Et d'autant plus quand tu as attendu longtemps. Moi j'avais un peu cette sensation, et on avait beau me dire que c'était faux, mais qu'en fait c'était one shot. Tu vois, quand tu essayes depuis 9 ans, tu te dis là c'est un miracle. Et en fait, si ça s'arrête, j'aurai pas d'autre opportunité. Je sais que c'était pas juste, mais en tout cas, c'est comme ça que je vivais la chose. Et ça m'a rajouté beaucoup de stress avec cette espèce. Tu peux pas te dire, bon, ben, si ça tient pas, ben, c'est que le bébé, il y a un souci avec le bébé et que naturellement, ton corps fait son taf c'est pas viable. Et, on expulse en fait. Le bébé, j'avais fait aussi des fausses couches avant, toujours très très tôt, donc j'étais pas allée aussi loin dans la grossesse. Et là, ce truc où on te dit que voilà, t'es enceinte, que bon, donc en fait, il y a vraiment cette chose qui à un moment s'installe en toi et où tu te reconnais pas. Et où je disais à Ferdi, mais j'étais en fait dépitée parce que je disais, mais moi j'ai tellement la foi d'habitude, je suis tellement ce truc où je suis plutôt positive et tout. Je me dis, mais pourquoi c'est plus là? Pourquoi c'est parti? J'ai l'impression que c'est plus, tu vois, je me reconnaissais plus en fait. Et comme si j'avais été envahie, genre une vague de peur. Et là, ça c'est effectivement, tu vois, c'est aussi ce truc où je m'étais dit, quand je voyais les filles qui avaient peur, moi je me dis, mais non, moi j'aurais confiance et tout. Bon, oui, j'étais comme toutes les femmes, j'ai eu peur. Et en même temps, ça te permet aussi de relativiser et de voir qu'on est presque toutes par un peu les mêmes étapes. Et que là, une fois que j'ai fait l'échographie du premier trimestre, que j'ai vu j'ai encore mon ventre qui fait des sièges, désolée, que j'ai vu le cœur battre, le bébé qui faisait des bonds de fou dans l'utérus et tout ça, il y a eu quelque chose de ok, c'est bon. J'avais vraiment cette sensation d'avoir été dans un tunnel pendant 3 mois et que d'un coup, tu vois, je revoyais un peu la lumière et je pouvais respirer, et comme si ça avait été une pause, mais d'une longueur infinie, et où je m'étais mis un peu en rétention, tu vois. Genre, c'est du pranayama pendant 3 mois, une rétention de 3 mois, quoi, le machin. Et c'était vraiment... Il y a eu vraiment ce truc où d'un coup, j'ai fait « Ah, ok, tu peux respirer ». Et ça a été très, très dur, parce qu'après, en même temps, j'entendais cette voix, cette intuition qui me disait « Mais tu sais, tout va bien. Franchement, le bébé va bien, t'as des nausées, t'as des trucs comme ça, mais tout va bien. » Et en fait, j'arrivais plus à l'entendre. Je l'entendais, j'avais une part de moi qui, au fond, se raccrochait à ça. Je savais que ça allait bien, mais cette part dramatique qui avait peur, j'arrivais plus à la contrôler, vraiment plus.
Et c'était aussi d'accepter cette réalité-là et de pas me dire que j'étais nulle, parce que sinon tu es un peu dans ce truc, je fais du mal à mon bébé, à être stressée, donc tu rajoutes la culpabilité, c'est terrible. Et, euh, et en fait d'accepter que tu es humaine et que voilà, c'est normal de passer par tout ça, tu peux être prof de yoga, machin, ce que tu veux, et méditer et faire tout ça. Voilà. Donc je suis ravie s'il y a des femmes qui passent les 3 premiers mois avec beaucoup de sérénité, et vraiment je trouve ça merveilleux, mais c'est aussi normal si c'est pas le cas. C'est-à-dire que voilà, c'est accepter les émotions qui sont là, et les laisser aussi sortir. Tu vois, il y a des fois où j'ai pleuré pendant 1 heure parce que vraiment, et après je me sentais beaucoup mieux, plutôt que de vouloir contrôler en disant non mais ça va, j'ai confiance, alors qu'en fait pas du tout. Voilà, ça m'a fait aussi du bien de laisser toutes les émotions sortir en fait. J'ai l'impression qu'il n'y a que l'humain qui oublie parfois qu'il est humain. Et ouais, alors que ça fait du bien. Donc merci de nous le rappeler. Avec plaisir. Mais je pense que c'est quelque chose qui est d'autant plus, je sais pas si c'est d'autant plus, mais on a beaucoup de pression en tant que femme aussi dans ce monde, tu vois, de gérer beaucoup de choses. Puis après, même dans la maternité, tu sens qu'il y a une pression d'être dès le début une bonne maman, qui n'est pas stressée pour son bébé, qui s'alimente bien, qui fait tout bien. Et bien évidemment, tu essaies d'être la meilleure maman possible, mais comme tu dis, on reste humaine. Et je crois que ça te le rappelle de plein fouet aussi, que tu fais de ton mieux tout le temps. Et d'autant plus dans la maternité, ce sera ça que tu vas faire toute ta vie. Tu vas faire des erreurs. Tes gamins vont te dire plus tard à quel point tu as fait de la merde. Comme toi, tu vas le dire tu le dis déjà à tes parents. Et d'accepter cette part-là et d'être OK avec. Donc, c'est vrai que c'est un sacré challenge pour tout le monde. Mais je pense que chez les femmes, il y a aussi une forme de pression, vraiment, une forme de perfection qui pèse aussi beaucoup. Et de lâcher ça fait quand même du bien, mais c'est dur parce qu'on grandit dans ça depuis qu'on est toute petite. Ouais, c'est vrai que tu as plusieurs combats. Enfin, tu mènes plusieurs combats. Ça. Et ça fait vraiment plaisir. Et donc, du coup, si tu avais une baguette magique qui te donnait Oui. le pouvoir de changer une seule chose en ce monde, est-ce que tu choisirais un de ces combats ou qu'est-ce que tu changerais? Dans le monde ou par rapport à moi, tu veux dire? Tu peux choisir, tu as le pouvoir. Il faut juste changer une chose. Ah là là, c'est dur. Bon, s'il y a vraiment une chose pour moi, ce serait de dormir. Ça, ce serait. J'ai un sommeil de merde depuis que je suis toute petite et c'est terrible. Et même si tu vois, je préférais avoir un bon sommeil plutôt que guérir de l'endométriose, c'est pour te dire, hein. Ça me gâche vraiment la vie. Après, si c'est quelque chose qui est beaucoup, on va dire, moins égoïste et peut-être plus large, je crois que peut-être que les gens soient peut-être un peu peut-être plus en lien avec leur corps, avec leurs émotions, tu vois. Je pense que notre monde, il est comme il est aussi parce qu'on est coupé de nous-mêmes, en fait, de nous, de notre nature et donc de la nature aussi. Et qu'en fait, je crois on a besoin de se reconnecter à ça, à notre corps, d'où la pratique du yoga qui, je trouvais merveilleuse pour ça. Mais il y a plein d'autres moyens de le faire. Mais quand tu reviens à ton corps, quand tu reviens à cette forme de simplicité, en fait, tu vois, quand tu lâches un petit peu tout le reste, il y a un peu un truc où à un moment, tu te dis, mais en fait, si je prends soin de mon corps, je suis obligée de prendre soin du monde qui m'entoure. Parce qu'en fait, on est tellement interdépendants que je ne peux pas faire autrement. Et je me dis que si c'était le cas, si les gens prenaient peut-être un peu plus soin d'eux, ils prendraient plus soin de la Terre et les choses iraient mieux. Donc j'ai l'impression d'avoir dans le truc de Miss America, tu sais, si tu avais la paix dans le monde. mais, mais ouais, je pense que ce serait quelque chose d'assez merveilleux si c'était possible. Je pense que c'est possible parce qu'on voit de plus en plus de gens s'éveiller à ça et revenir au fait de prendre soin de soi, parce qu'en fait, on confond le fait, enfin, on dit, tu sais, souvent il y a ce mot égoïsme qui je trouvais mal utilisé, où on dit, ah, c'est égoïste de se faire passer d'abord, alors qu'en fait, l'égoïsme, c'est nécessaire dans le sens où, bien sûr, ça dépend, on va dire, la forme que ça prend. Si c'est égoïste et que tu ne considères absolument pas les autres et que tu vis sur une planète où il n'y a que toi et où les autres, tu t'en fous, là, effectivement, c'est compliqué. Mais si par contre, tu as conscience que tu vis dans un monde social peuplé d'autres êtres humains, mais que
tu es à l'écoute de toi et que à un moment, tu acceptes aussi de faire passer ce qui te fait du bien d'abord, dans le sens où, par exemple, tu vois, je dis n'importe quoi, mais il y a un repas avec des amis. Toi, tu sens que tu es dans un moment où, je sais pas, tu es triste, c'est compliqué, et tu sens que c'est peut-être pas le moment, que tu as besoin de peut-être un peu de silence, de te retrouver. Tu vois, d'être dans un monde où c'est possible de pouvoir dire, bah, en fait, vous savez quoi, les amis, je vous aime énormément, mais j'ai besoin de ce temps-là pour moi. Et, euh, et que les gens soient capables de le recevoir avec ce truc de dire, on est frustré, on aurait adoré te voir, mais en fait, on te fait confiance et on sait que si tu as besoin de ce temps-là, prends-le. Et je trouverais ça magique qu'on puisse tous s'accorder, tu vois, ce truc de dire, on se fait confiance les uns les autres et dans notre capacité à, plutôt que de juger les gens comme égoïstes ou quoi, de dire en fait c'est quelqu'un qui prend soin de lui, soin d'elle, et peut-être que je devrais le copier un peu plus plutôt que d'être dans ce truc de je le juge parce que finalement je suis peut-être pas capable de le faire. Et c'est souvent ça, quand quelqu'un fait ça, généralement tu vas le dire, tu vas dire de cette personne que c'est quelqu'un d'égoïste, nanani nanana, parce qu'en fait elle te renvoie quelque chose que toi tu es incapable de faire. C'est un miroir, hein, et qui te fait péter un plomb. Et donc, tout de suite, tu vas mettre ces mots-là qu'on va voir comme négatifs, alors qu'en fait, ça peut être aussi simplement quelqu'un qui est à l'écoute et qui va dire, ben, ouais, mais là, j'ai décidé de me faire passer d'abord, et qui peut peut-être l'expliquer pour que les gens le prennent mieux. Je pense que c'est important d'expliquer, mais où à un moment, voilà. Et c'est OK, des fois, d'être la méchante. Et c'est pas facile, hein, mais parce qu'en fait, tu sens que c'est quelque chose qui, pour toi, est, euh, est important. Mais je crois que ouais, c'est vraiment quelque chose qui est fondamental, en fait, de revenir cette espèce de truc de, bien évidemment, tu peux, par exemple, moi, je pourrais, tu vois, répondre à tous les messages qu'on m'envoie. J'en reçois beaucoup. À tous les mails qui me demandent des podcasts. et, euh, et où, en fait, j'accepte que je peux pas tout faire. Je pourrais, en fait. Je pourrais. Sauf qu'en fait, je ne m'écouterai pas et je serai dans ce truc où je vais me placer comme il y a la fille parfaite qui fait plaisir à tout le monde. Sauf qu'en fait, à un moment, je sais que moi, tout ce temps-là, si je le passe à l'extérieur de moi, il y a un moment, je ne vais pas me nourrir moi. Et donc, j'ai besoin de trier parmi ça. J'ai besoin à un moment de suivre mon intuition, de dire, ben, je vais faire ce podcast-là, par exemple, avec toi. Je ne sais pas pourquoi, mais voilà. Et de d'autres dire, ben, je suis désolée, j'ai pas le temps. Et en fait, peut-être que ça va te faire chier, peut-être que tu vas penser que je suis pas cool, peut-être que tu vas me juger. Mais en fait, j'accepte ce que tu vas penser de moi, et c'est dur, hein, parce que quand tu as envie d'être aimé par tout le monde, ce qui était, et je crois, est encore un peu mon cas, c'est pas facile, mais en fait, parce que tu sais que sinon, tu te respectes pas. Et ça, c'est quelque chose, à mon sens, fondamental aussi. Tu peux pas aider les autres, tu peux pas être présent pour les autres si t'es pas présent pour toi. Donc, c'est accepter à un moment de dire non. Et je crois que ça, c'est quelque chose c'est super dur. Dire non, alors il y en a qui disent non tout le temps, hein, mais globalement, je crois que c'est apprendre à dire non quand c'est important pour toi. De dire non est vital, et être capable de dire oui à ces choses où tu as peur, mais tu dis oui quand même, tu vois, et à observer que très souvent, tu vas dire non sur des trucs où tu devrais dire oui parce que ça serait bon pour toi, mais c'est ta peur qui prend le dessus, et peut-être à intervertir un peu plus souvent des vrais oui et des vrais non, et pas de dire oui alors que tu as envie de dire non parce qu'on t'as peur qu'on ne t'aime plus, et pas dire non alors que tu voudrais dire oui parce que tu penses que tu n'es pas légitime, ou que, tu vois, et c'est replacer vraiment, je pense, à un moment, refaire un peu le chemin inverse de, de faire des choix pour soi, et pas pour les autres, pas pour ce que pourraient penser les autres, pas pour ce que pourrait penser ta famille. C'est pas facile, hein, mais je crois que c'est vraiment quelque chose qui, moi, je crois, vraiment changé ma vie, qui me fait encore flipper aujourd'hui, et qui, des fois, quand je dois dire non à quelqu'un, me rend malade. Et j'anticipe tout ce que la personne peut penser de terrible de moi, et généralement, c'est n'importe quoi. Je me suis raconté plein d'histoires. Mais à un moment, d'avoir cette espèce comment on pourrait appeler ça,
justesse, d'être juste avec soi et de... Ouais, si tu as un vrai oui à dire, dis-le. Mais si c'est non, arrête. Arrête de dire oui alors qu'au fond de toi, c'est non. Parce qu'en fait, c'est plein de petits moments où tu te fais du mal à toi-même. Donc, et après, trouver le juste milieu. Il ne faut pas être quelqu'un qui est toujours relou à dire non tout le temps à toutes les propositions et accepter de jouer avec ça. Mais voilà, je crois que c'est important de revenir à ça. Mieux se reconnecter à soi pour mieux se reconnecter aux autres. Ouais, complètement. Je crois que de toute façon, ça peut passer que par là, en fait. Tu sais, on dit toujours que on peut, euh, on peut aimer les autres que quand on s'aime soi, réellement. Et je crois que dans toutes ces pratiques aussi d'aide ou d'accompagnement, que peuvent être le yoga, enfin, tous ces nouveaux métiers, enfin, je dis pas qu'être prof de yoga, c'est un nouveau métier, mais là, il y a une espèce d'explosion de profs de yoga, de doula, de thérapeutes, de personnes qui animent des stages, dont je fais partie. Hein. Mais je crois qu'il faut vraiment revenir à, avant tout, pas vouloir être le sauveur de l'humanité et revenir à ce truc de j'apprends à m'aimer moi, à être présente pour moi. Ça, c'est vraiment la première étape. Et petit à petit, je pourrais l'être aussi pour les autres. Alors, ça peut être des allers-retours, mais c'est vraiment, vraiment très important. Ouais, je trouve que c'est un joli mot pour la fin, c'est vraiment parfait. Et je me sens d'autant plus honorée d'avoir eu ton oui, donc merci beaucoup. Merci à toi, c'était un beau moment de prendre soin de vous. Mais vraiment, il y a vraiment ce truc où on vous offre de prendre du temps pour prendre soin de vous. Donc, bien évidemment, vous avez envie d'appeler votre famille, d'être un support pour votre famille, et c'est merveilleux et il faut le faire. Mais ouais, faites en sorte aussi d'avoir du temps précieux pour vous. Et si vous êtes des soignants, enfin toutes ces personnes qui prennent soin des autres, parce qu'il y a beaucoup de monde aussi qui font ça actuellement, c'est, je crois, en tout cas, moi je pense fort à eux parce que je sais que ça va pas, c'est pas facile dans des moments comme ça de prendre soin de soi. Et voilà, j'ai envie de leur envoyer beaucoup, beaucoup d'amour parce que bah, c'est aussi grâce à eux que nous, on a ce temps-là pour prendre soin de nous et peut-être revenir à à ce qui est vraiment important, tu vois. Donc, c'est aussi important de remercier ces personnes qui nous permettent d'avoir ce temps-là qui est précieux, en fait. Et de ne pas oublier ça non plus. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous et à la prochaine fois.